La dignité, ça peut aussi être ça. C'est-à-dire que, effectivement, Séverine l'a dit, il faut que ça ait du sens, parce que sinon, à être agile sans savoir où vous allez, vous risquez de vous tirer une balle dans le pied. Donc, l'idée, c'est quand même, voilà, c'est d'avoir le bon sens. Le bon sens, il est tout simple. Oh, pardon. Tu reviens en arrière? Oui. Ouais, s'il te plaît. Ça marche pas. Je sais pas. Voilà, Je sais. merci. C'est pas très agile. Le bon sens, c'est facile. Moi, Aurélie, quand on s'est vu, elle est où? Elle m'a dit, tu n'auras que des patrons. D'accord. Donc c'est facile. Moi, je m'adresse à des patrons. Donner du sens, c'est ce que vous voulez. Et c'est votre boîte. C'est vous qui décidez du sens. C'est vous qui décidez de la finalité. Pourquoi vous avez la boîte? Alors certains pour créer leur emploi, comme vous disiez tout à l'heure, mais d'autres, c'est parce que ils veulent gagner correctement leur vie, parce qu'ils veulent la laisser à leurs enfants, parce qu'ils veulent la revendre pour partir sous les cocotiers, parce que chacun son truc. Moi, je n'ai pas à juger là-dessus. C'est vous qui décidez du sens, c'est vous qui décidez des valeurs que l'entreprise va porter, parce que c'est vous les patronnes, ou les patrons. C'est vous qui décidez donc des valeurs, des règles du jeu. Ça simplifie déjà, hein. Simplifie. Et c'est vous qui connaissez les contraintes. Donc à partir de là, pour moi, travaillant qu'avec des patrons et pas avec des petits poissons, c'est assez simple. On commence par fixer ce que j'appelle le cadre de référence. On va où? Dans le temps, ta boîte, c'est quoi? C'est quoi les valeurs qui font que tu seras fier de ta boîte et de te lever tous les matins, que tu n'auras pas besoin de réveil pour aller dans ta boîte? C'est quoi les contraintes? C'est quoi les règles du jeu? À partir de là, prévoir l'imprévisible. Ben, on reprend, hein, gouverner c'est prévoir. L'imprévisible est-il gouvernable? Alors, c'est vrai qu'on a tous été démoulés il y a assez longtemps et on a été formaté par une baleine qui s'appelle l'éducation nationale qui nous a appris à prévoir. Demain est la conséquence d'aujourd'hui. Donc je me suis amusé à vous faire un petit montage sur les prévisions sorties par nos prévisionnistes, dont, excusez-moi, la Banque de France, sur la croissance. Donc, en noir, vous avez la réalité de la croissance mesurée après coup, et en pointillé, ici, en novembre 2010, la croissance prévue pour 2011. En novembre 2011, la croissance prévue pour 2012, etc., etc. Voilà où on en est aujourd'hui. La prévision, dans un monde en mutation, ça ne fonctionne plus. Vous en êtes aperçu, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Moi, j'ai tendance à dire, mais je ne me fais pas des amis, les prévisions, à part les escrocs et les hommes politiques, plus personne en fait. On va aller plus loin. Alors, en étant réduit à vaticiner, comme ça vous aurez au moins un prix à mon savon. Vaticiner, c'est faire des prédictions, délirer sur l'avenir en se prenant au sérieux. C'est là où on va parler de stratégie. Alors, moi j'ai ma définition, hein, la stratégie permet d'orienter et d'appuyer l'action quand les prévisions ne sont plus possibles. C'est le b.a.-ba. Je ne peux plus prévoir, donc je ne peux plus planifier. Il faut que je passe à de la stratégie, c'est-à-dire comprendre ce qui va arriver, comment le futur va se construire pour pouvoir agir. Et Edgar Morin, qui est un philosophe, dit « L'intelligence est la capacité stratégique de connaissance et d'action. La stratégie, c'est la capacité à continuer à agir dans les périodes de mutation. » Alors la zététique, deuxième mot savant, c'est développer son esprit critique. Vous avez deux solutions. Soit vous continuez à vous vider la tête le soir en rentrant à la maison, soit vous réentraînez le muscle que vous avez entre les oreilles. Quand on me dit vider la tête en regardant la télé, je vous garantis que c'est du sens propre. Il y a même un monsieur qui s'appelle Lelay, qui était président d'une chaîne de maçons, qui a dit que son métier était de livrer du temps de cerveau disponible pour les annonceurs. L'esprit critique, c'est une démarche de remise en cause qui, en fait, revenez quand vous aviez eu 6 ans, 8 ans, vous vous rappelez, et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi?
et vous arrêtez le pourquoi que quand vous avez une réponse satisfaisante, pas quand on vous dit tu nous fais chier maintenant. Tu sauras ça quand tu seras plus grand. Laissez-moi vous débarrasser, on met l'esprit critique, la raison, la logique, tout ça. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est savoir traiter l'information. C'est simple. L'information est disponible, accessible pour tout le monde. Il suffit juste de remuscler ce qu'on a entre les oreilles. Alors, vive la croissance. Ça, c'est le modèle ancien qui ne marche plus. On va juste le faire rapidement. Il y en a qui doivent reconnaître un peu des trucs, s'ils ont fait un peu de marketing qui s'appelle les forces de porteur. Porteur, il dit c'est facile, les clients. Vous êtes là avec vos concurrents, vous avez des clients. De temps en temps, il y en a qui veulent venir jouer avec vous, c'est les nouveaux entrants. Il y a des inventions qui viennent changer les règles des produits que vous offrez à vos clients. Et la monde de la filière vous sert vos composants, vos matières premières, etc. Tout ça fonctionne bien sans problème tant que les marchés sont en croissance. Quand les marchés sont en croissance, il n'y a pas de souci. Ceux qui veulent venir jouer avec vous, ils viennent. Comme le gâteau s'agrandit, ils viennent jouer avec vous, il n'y a pas de problème. Quand il y a une invention de rupture qui arrive, il n'y a pas de souci. De toute façon, le marché absorbe, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que dans les années 70, il y a eu une rupture de ce modèle-là. On ne l'a pas vu tout de suite. Il y a eu un premier choc pétrolier au milieu des années 70, mais on n'a pas vu tout de suite les conséquences. En fait, la mutation, c'est 5 facteurs aujourd'hui qui sont en train, de façon systémique, puisque ça c'est un mot que vous entendez régulièrement, c'est-à-dire 5 facteurs moteurs qui sont interdépendants dans la construction de demain. Quand j'agis sur un, ça agit sur les autres. Aujourd'hui, ces 5 facteurs qui sont en train de nous construire un monde différent pour demain, c'est quoi? C'est d'abord les ressources naturelles. Alors l'énergie, vous en entendez parler, mais il n'y a pas que ça, il y a les terres rares. Il y a tout ce qui est fossile et qu'on ne saura pas remplacer. D'accord? Ça, c'est un premier facteur très contraignant pour la société qu'on va construire demain. Le deuxième facteur très contraignant, c'est la population, la démographie. Et pourquoi on faisait la croissance jusqu'à maintenant? On est dans un monde où la population augmentait. C'est en train de se ralentir. Augmentait pour 2 raisons. On adore forniquer. L'homme est comme ça, je suis désolé, l'homme est le seul mammifère qui a la queue devant et qui passe sa vie à courir après. Donc, on passe sa vie à forniquer, et en plus, on a fait des progrès insensés au niveau de la santé et de la nutrition qui font qu'on a allongé la durée de vie. Donc, la démographie est devenue galopante depuis, on verra tout à l'heure, mais quelques années, quelques dizaines d'années. D'accord ? Démographie galopante, ça veut dire marché galopant. Hein. La croissance, elle venait uniquement de la croissance démographique. Il y a une corrélation directe entre les croissances qu'on a vécues en gros depuis 1850 jusqu'à 1970, pendant un siècle. Corrélation directe. La pollution. Et la pollution, c'est un élément... Alors aujourd'hui, on ne communique pas sur la pollution, ça fait désordre. Il n'y a que le Sénat qui a osé le faire il n'y a pas longtemps, là, nos momies du Sénat, qu'on dit, oulala, la pollution, ça commence à coûter cher. On communique plutôt sur le climat. La pollution aura des conséquences dans une centaine d'années, on s'en fout, on ne sera plus là. Par contre, la pollution, elle a des conséquences tout de suite sur la santé de nos gamins, qui ont tous de l'asthme aujourd'hui, ou quasiment, ou qui sont tous traités pour ça. Sur le vieillissement, on a inversé la courbe du vieillissement depuis peu. Hein, l'espérance de vie, ça y est, elle stagne, on réinverse la courbe. Voilà. Les ressources alimentaires par personne. Ça, c'est un facteur moteur important. Et de quoi on parle? Regardez en ce moment, qui est dans la rue, rappelez-moi, qui mettent du fumier un peu partout. C'est les mecs qui nous produisent nos ressources alimentaires. Et puis, la disponibilité des produits industriels par personne. Voilà, c'est les 5 facteurs interdépendants qui vont nous construire le monde de demain, quelle que soit notre activité. On est tous impactés par ça. La difficulté, c'est de comprendre dans mon business en quoi ces 5 ressources-là m'impactent. En 1900... Attends. Oui, t'en voulais une autre. Une par une, on va se faire.
En 1968, un truc qui s'appelle le Club de Rome, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un certain nombre de gens des 6 pays fondateurs de l'Europe qui essayent de réfléchir, se sont posé la question, y a-t-il une limite à la croissance? Ils ont demandé à une petite université du Massachusetts, qui s'appelle le MIT, de travailler sur cette question, y a-t-il une limite à la croissance? Il y a un monsieur qui s'appelle Mido, qui a fait un travail, donc ça c'était en 70, qu'il a livré en 72 au Club de Rome, et il a dit voilà, il y a 5 facteurs importants qui sont moteurs, les 5 facteurs dont je vous ai parlé avant. Et ces 5 facteurs-là, selon les décisions politiques que vous allez prendre, vous, Club de Rome, dans le cadre de l'influence que vous avez sur la construction européenne, sur la mondialisation, etc., ça va nous donner des scénarios différents. Demain n'est pas écrit, n'est pas prédit, n'est pas prévisible. Ça, c'était nouveau comme approche en 1972. Demain n'est pas prévu, il y a des scénarios. Selon les décisions que l'on prend, demain sera différent. On le voit encore aujourd'hui, ça continue. Hein. Depuis, on a amélioré la façon de réfléchir, mais on le voit encore aujourd'hui. Selon qu'on trouve un accord, une solution pour la Grèce, et qu'elle reste ou pas dans l'euro, on aura une Europe différente, on aura une monnaie différente. Donc on a bien des arbres de décision à un moment donné qui impactent complètement notre futur, s'il te plaît. Donc, ça c'était bien, ça nous a permis, moi mon boulot c'est ça, hein, c'est anticiper, savoir ce qui va se passer demain. Ça nous a permis de nous travailler, de développer des méthodes et de transférer ça vers les boîtes pour pouvoir aider les boîtes à comprendre comment leur environnement très proche, là, était impacté par ça et comment ça se construit. On a de la chance, c'est qu'en 2010, donc 70, 40 ans après, M. Mido est toujours vivant, Mme Mido est décédée, l'équipe qui était jeune à l'époque a un peu vieilli, mais le Club de Rome a demandé à M. Mido de reprendre son équipe, de remettre des jeunes et de refaire le travail qu'ils avaient fait en 70, 40 ans après. Vous avez là un des scénarios, parce qu'ils ont fait simplement que remettre entre 70 et 2010 ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Donc, conclusion, on est dans ce scénario-là. Alors après, à partir de là, il y a d'autres scénarios derrière, mais on est dans ce scénario-là. Ce scénario-là, il dit quoi? En 2030, on a un effondrement, vers 2030, on est sur de l'anticipation, on n'est pas sur de la prévision. On va avoir une rupture avec un effondrement mondial. Effondrement mondial sur les 5 facteurs, sur les ressources naturelles, sur la démographie, avec une baisse de la démographie mondiale de l'ordre de 30% entre 2030 et 2100. On devrait revenir aux alentours de 6 milliards d'habitants, voilà, avec une espérance de vie qui va diminuer, etc. Un problème d'alimentation avec des problèmes de famine, des problèmes de pollution avec les conséquences de la pollution qui seront effectivement le début de migration liée au dérèglement climatique, etc. Voilà dans quel scénario on est. Juste pour vous donner une idée, voilà la progression de la population. Quand je vous disais que la croissance était unique, en corrélation directe avec la démographie, voilà. Depuis, en gros, Jésus-Christ est là. Voilà, on a démarré en 1850 et je pense qu'après, je vous ai mis la croissance. Donc, aujourd'hui, votre problème, c'est comprendre pour agir. Comprendre pour agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'un côté, pour pouvoir avoir un semblant d'encore de croissance, on a mondialisé. Mondialisé, ça, pour nous, petite boîte, c'est on a ouvert les frontières au sein de l'Europe. Super croissance. Hein. On a multiplié le marché le jour où on a libéré la circulation des hommes, des marchandises et de l'argent. On a multiplié le marché par un chiffre que vous connaissez tous. 6,55 957. Le rapport du marché avec le marché européen, entre le marché qu'on avait avant français
Et le marché européen aujourd'hui, c'est la conversion entre le franc et l'euro. Le rapport entre le marché allemand et le marché européen, c'est la conversion entre le mark et l'euro. Cherchez pas. Donc là, on a fait de la croissance. Enfin, on a fait de la croissance pour tous ceux qui sont partis un peu à ce qu'on appelait avant l'export. Qui n'est plus de l'export aujourd'hui, puisque c'est le même truc, tout ça. Donc, mondialisation, c'est ça. Premier point. Je ne vais pas tous les faire, je vais juste vous donner quelques éléments. On doit avoir quelque part la techno. On a la technologie là. Voilà. Technologie, c'est tous ceux qui veulent faire autrement. Aujourd'hui, c'est de l'innovation. Avant, c'était de l'invention, ça faisait de la rupture. Aujourd'hui, c'est de l'innovation. Hein, ça fait pas mieux qu'avant, mais le tout, c'est... Alors, comment ils disent les petits iPhone. Ah ouais, iPhone. Moi, je suis désolé, iPhone, iPad, tout ça. Moi, je suis de la génération Heineken. Ça, je savais. Mais iPhone. Alors, iPhone, il y a eu un 1, il y a eu un 2, on en est au 6B ou 6S, je sais pas quoi. C'est ça, non? Ah, je me tiens, voilà. Qu'est-ce que ça fait de plus qu'avant, à part que on a réussi à vous persuader qu'il fallait en changer parce qu'il était plus mieux que l'autre qui était moins meilleur? C'est ça, l'innovation aujourd'hui. C'est pas on passe de la télécopie à l'Internet. Ça, c'était de l'innovation technologique lourde. Aujourd'hui, il y a quoi? Les boîtes qui innovent, c'est quoi? C'est Facebook. Facebook, c'est le truc innovant à la mode. Là, c'est le réseau social qui fait que faut y être. Pourquoi? Parce que. Mais il faut y être. Vous avez une boîte et vous n'avez pas de page sur Facebook. Mais il y a 1 milliard, je ne sais plus combien de gens qui sont sur Facebook. Personne n'a demandé, mais est-ce qu'il y a mes clients? C'est le b.a.-ba de la communication quand on a une boîte. C'est de mettre en place des tuyaux qui me permettent de dire à mes clients, ce que je te vends est meilleur que ce que te vendent les autres. Non, maintenant on ne pose plus ces questions-là, on vous dit, il faut être sur Facebook. Voilà. C'est ça l'innovation aujourd'hui. Du coup, vous êtes obligé de surveiller vos concurrents. Donc tous les outils qu'on appelle veille, qu'on appelle intelligence économique, qu'on appelle tout ça, ça devient obligatoire. Il vous faut des outils qui vous permettent de surveiller les marchés pour comprendre comment tous ces trucs que j'ai mis en rouge impactent la structure de vos marchés. Et contrairement à ce qu'on vous a fait croire au début, les nouvelles directives européennes, on les connaît bien avant qu'elles sortent. On les connaît bien avant qu'elles sortent. On a même la capacité à influencer la manière dont elles sont écrites. Et on ne s'en prive pas, hein, qu'on s'appelle MEDEF. MEDEF, putain, une usine de lobby. Parce que maintenant, moi, quand j'ai été démoulé, on appelait ça de la déstabilisation. Maintenant, on appelle ça du lobby. MEDEF, une usine à lobby. Pareil que les associations consuméristes ou les ONG de défense du climat, des usines à lobby. Bureau au niveau de la Commission européenne, avec des gens dont c'est le métier d'aller influencer la manière dont on rédige les normes, dont on rédige les règlements, dont on rédige toutes les directives qui nous tombent régulièrement sur le coin de la gueule et qu'on ne voit pas venir parce qu'on oublie simplement de surveiller ces éléments-là. Comme on a tous été formatés par cette baleine ou cet éléphant qui s'appelle l'éducation nationale, on raisonne encore avec des prévisions. Alors qu'il faut raisonner avec des scénarios, avec d'autres outils. Et donc surveiller, non plus les marchés, mais la manière dont tous ces facteurs-là influent sur la construction de nos marchés. Il faut changer le logiciel, il faut reformater. Qu'est-ce que vous entendez par religion, croyance sur... Qu'est-ce que j'entends? Selon les pays où vous êtes, les religions ou les croyances sont prégnantes ou pas. On a la chance d'être dans un pays laïque, il y en a 4 dans le monde. Il y en a 4 dans le monde. C'est-à-dire des pays où la justice, entre autres, est rendue à partir de lois écrites par les hommes. D'accord? Dans tous les autres pays du monde, la justice est rendue au nom du Dieu majoritaire dans le pays.
Alors je vais vous simplifier le travail. On en avait 5 avant, hein, des pays laïques. Il y avait l'Irak. Les Américains, ils sont revenus. Les Américains n'est pas un pays laïque. Enfin, la religion est prégnante, puisque sur le dollar, vous avez marqué « In God we trust », nous croyons en Dieu, et la justice au-dessus du mec avec sa perruque, là, il y a marqué ici « Nous rendons la justice au nom de Dieu ». Voilà. C'est pas laïque. Quand vous êtes non-croyant aux US, vous ne pouvez pas être fonctionnaire. Un athée aux US ne peut pas être fonctionnaire. Interdit. D'accord? Voilà. Après, il donne des leçons. Donc, les 4 pays laïques, je vous le fais rapidement pour répondre à votre question. La France, vous le saviez. Le Portugal, l'Inde et la Turquie. L'Inde, parce qu'ingouvernable, il y a plus de 1000 religions. Donc, quand Gandhi... Eh oui. Par facilité. Ils veulent pas. Par facilité. Donc quand Gandhi a mis au pouvoir Nehru, une des premières décisions, ça a été de mettre une constitution laïque. Et la Turquie, parce que Atatürk, quand il a pris le pouvoir sur ce qui restait de l'Empire ottoman, sa première décision a été de mettre une constitution laïque. Et c'est pour ça que les frères musulmans, aujourd'hui en Turquie, n'arrivent pas à changer la constitution, parce que le peuple est attaché à la constitution laïque, même s'ils émettent des coups de boutoir. Mais on n'a rien à envier aux Turcs, on a aussi notre Frigide Barjot chez nous, donc il n'y a pas de souci là-dessus, on est aussi très bon et on a de leçons à donner, à recevoir de personnes, on est capable de se les donner tout seul. Voilà ce que j'entends par religion et croyance. Il y a plein d'entreprises qui sont aujourd'hui de fait sur des marchés internationaux, et c'est des éléments qu'il faut prendre en compte quand on fait un peu d'exportation. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de femmes chefs d'entreprise d'industriels, c'est parce que c'est plutôt les industriels, on en a au moins une ici, et c'est plutôt les industriels qui exportent, et donc qui sont confrontés à ce facteur-là. Ça répond à votre question. Voilà, je vais laisser ça parce que je pourrais passer des heures, vous l'avez compris, ça me passionne. Je passe mon temps à essayer de comprendre comment tout ça se construit pour les entreprises pour lesquelles je travaille, et je passe mon temps à leur expliquer comment leurs concurrents sont en train de se préparer à ce qui arrive. Voilà. Et du coup, l'imprévisible, il devient beaucoup moins imprévisible. Quand vous avez une idée de la structure de vos environnements économiques demain, et que vous avez une bonne idée de comment vos concurrents sont en train de s'y préparer, du coup, ça facilite la prise de décision. S'il vous plaît. C'est pas des choses, je vous disais tout à l'heure, on a des méthodes derrière. Hein. L'avantage que Mido, en 70, a ouvert la porte, vraiment, on a développé des méthodes pour comprendre les scénarios, pour non pas être sur du virtuel ou sur des choses qui pourraient... Ouais, prendre des photos, t'as raison. Ça peut être utile. Non pas réfléchir sur des choses qui sont irréelles, fantasmatiques ou irréalistes, mais avoir des outils qui nous permettent vraiment de raisonner les scénarios qui vont arriver, et à partir du moment où on a des questions, toujours pareil, hein, moi je ne sais pas comment le monde sera demain, je sais pour une entreprise ou pour un secteur comment il va s'influencer. Ça, s'il te plaît, on va finir là, parce que je ne voudrais pas vous embêter trop longtemps avec ça, mais voilà un exemple de scénario. Là c'est pour la filière avicole, les pondeuses, les poules pondeuses, et vous voyez qu'on est capable de dire... Alors, j'ai pas retrouvé le scénario qui avait été sorti pour les bœufs et les porcs. Il y a eu la même chose qui a été sortie pour les bœufs et les porcs. Et vous pouvez voir qu'on retrouve des choses. On peut dire aujourd'hui dans quel scénario on se trouve. Comme tout à l'heure, je vous ai fait voir pour le rapport Mido, entre ce qu'avait été, les scénarios qui avaient été faits et dans quel scénario on est aujourd'hui. On voit aujourd'hui qu'en gros, dans les filières agricoles, on est là-dedans. Libéralisation des échanges et fin des aides directes à l'agriculture. Pourquoi ils sont descendus dans la rue, là, la semaine dernière ou il y a 15 jours? Rappelez-moi. Concurrence mondiale et la fin de la PAC. On est dedans. Culture alimentaire composite et des influences multiples.
Et qu'est-ce qu'on dit? Toute la culture culinaire a changé. Maintenant, on a de la restauration hors foyer, on a du grignotage, on a avec toutes les conséquences que ça a au niveau santé, qui est un autre facteur. L'industrie agroalimentaire apporte une part très significative de ces matières premières. Aujourd'hui, que disent nos éleveurs de porc en Bretagne? On n'achète plus les porcs chez nous, on les achète ailleurs. Bah oui, c'est moins cher. Concurrence de prix. Et les grandes firmes internationales sont au cœur de l'innovation. Donc on est dans un scénario où on est en train de mondialiser l'agriculture. Une des conséquences de ce scénario-là, c'est qu'on va avoir, dans les scénarios de Mido, derrière, je vous rappelle, je vous ai dit, il y a un des facteurs, c'est l'alimentation par personne. On est en train de rapprocher le moment où on va avoir des familles mondiales un peu plus importantes que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, moi je suis prêt à répondre à vos questions. Je n'ai pas voulu vous embêter avec tous les outils qu'on a derrière pour ça. J'ai juste voulu vous faire voir que contrairement au titre, si vous changez, reformatez le logiciel, que vous arrivez à travailler non plus avec des prévisions, mais avec des outils d'anticipation et des scénarios, vous avez la capacité à reprendre la main sur vos plans d'action, parce que vous allez pouvoir, et on va se rejoindre avec Séverine sur la planification, vous allez pouvoir concevoir des plans d'action avec des plans alternatifs en fonction des différents scénarios. Et au fur et à mesure où les scénarios se déroulent, on réduit l'ensemble des imprévus au fur et à mesure, et ça permet d'avancer beaucoup mieux.